25 janvier, il est 3 heures du matin. C'est le tunnel, comme je dis, le tunnel profond de la nuit. J'aurais aimé ne pas être encore debout, comme on dit, ou à cette heure-ci, mais c'est comme ça. Voici donc une chose que je vais essayer de développer donc, dans ces chroniques d'un naufrage annoncé aux chroniques du naufrage en cours. Euh, Simplement, j'avais pensé à une chose juste avant de commencer, c'était quelle est la différence entre mes mots à moi et tes mots à toi, et aussi quelle est la différence entre mes mots à UX et mes mots à moi et mes mots à toi. Quand on veut décrire un peu une situation de déshérence, et le terme est bien choisi, on est en déshérence par rapport à son propre destin. Quand on a l'impression, et cela est renforcé par diverses observations, divers constats, que les choses ont pris un tour totalement défavorable à sa propre, comment dire, à sa propre pérennité. La pérennité donc est en péril. Voilà, il y a, comme on dit, péril en la demeure et de façon comment dire, assez, assez évidente, c'est pas un jeu avec les mots, c'était la réalité. La réalité, simplement, on peut apprécier la nuit. Il y a des gens qui apprécient la nuit. J'ai entendu même dire que les gens intelligents sont de cette sorte qui veillent tard. Euh, cette, cette intelligence-là, si cette intelligence devait conduire à vivre dans une chronicité opposée à celle du commun, ce n'est pas la peine d'avoir de l'intelligence. L'intelligence voudrait que l'on soit toujours dans une sorte de correspondance avec les autres. Aujourd'hui, il y a eu une manifestation qui a démarré à 10h30. À 10h30, j'étais encore en train de dormir. Il y a, il y a Et voici, il y a aussi un constat qui est un constat assez amer par rapport aux mots. Aujourd'hui, j'ai entendu, enfin hier, Badiou parler. Ce n'est pas que j'ai été extraordinairement frappé par Badiou, quoique je trouve qu'il qu'il parle, qu'il a, comment dire, de la matière pour parler. À ce côté, euh, moi, il est trop tard pour que j'ai l'équivalence des mots que normalement qu'a Badiou. Il est trop tard pour avoir un bagage philosophique ou conceptuel bien dense. Ce n'est plus, c'est fini. Donc il faut aller vers ce que je peux maîtriser, ce qui est maîtrisable, c'est-à-dire l'expression simple et pas trop. Et j'ai pas de référence, alors je dois créer les miennes. Donc voilà une chose comme ça dans cette histoire vraiment très navrante, ce qui arrive à soi. Mais j'aurais aimé, puisque Badiou est mon aîné, j'aurais aimé qu'il se détache un peu de ses habitudes et qu'il bascule sur autre chose. Il est encore en vie, il ne sera plus pour très longtemps, obligatoirement. Donc il faut préparer une sorte de passage. Il faut se détacher d'un certain nombre d'éléments qui faisaient qui faisaient l'identité et la spécificité d'une personne, qui faisait la spécificité, qui donnait
un statut qui donnait une sorte de, de magistère à Badiou. Il obligatoirement, comme nous vieillissons, d'après ce que j'ai lu, en vieillissant en trois étapes, il faut obligatoirement accompagner le vieillissement par un autre discours. Un discours de rupture ou un discours de dessaisissement, un discours de quittance. Je quitte ma zone de confort pour aller vers quelque chose que je vais essayer de défricher, quitte à n'arriver à rien, mais je vais changer ma façon de voir les choses. Et si, comme les gens qui, en sentant leur fin proche, ils commencent à prier Dieu et à devenir fervents, fervents pratiquants, fervents croyants, ils ont raison, ils n'ont pas tort. Ce sont des gens très réalistes et des gens qui prévoient tout. Donc c'est des gens prévoyants. Il faut prévoir comment on va sortir, comment on va quitter la scène, et il faut prévoir sur finalement, j'oublie tous les termes, non pas une boutade, mais sur quelle répartie, ou sur quelle, c'est pas, je trouve pas le terme, pourtant je l'avais, sur quelle, euh, voilà, une sorte de mot ultime, quitter la scène en prononçant une sorte de une sorte d'un concentré de choses, évidemment quelque chose qui doit frapper par sa profondeur et par son côté synthétique, voilà. Et dernière, dernière, non pas dernière parole, parce que là c'est simple, mais ce que je veux dire, c'est un terme qui appartient au discours, qui appartient au théâtre, que j'ai oublié. En tout cas, parce qu'on n'est pas dans la répartie, c'est pour ça que le terme de répartie ne me convient pas. En tout cas, voilà, il faut préparer sa sortie, évidemment, avec le maximum de, de, comment dire, en quittant la scène, en la quittant de la meilleure façon possible, puisque j'ai le temps, alors je prépare. Oui, ma dernière tirade, voilà, j'ai fini par la retrouver. Tirade, tirade. Voilà, une tirade, et non pas une répartie, évidemment. Voilà ce que fait la mémoire. Voilà ce que fait la mémoire. La mémoire nous vide. Finalement, elle se vide, mais elle nous prive de l'accès à certains mots, à certains concepts ou à certaines choses auxquelles on avait accès de façon permanente. Voilà, l'impermanence, le précaire s'installe même dans les mots, même dans les expressions, même dans les évocations, etc. etc. Voilà donc, chronique, chronique d'un naufrage, d'un naufrage qui ne cesse de s'installer. J'ai pensé que j'avais quitté cette thématique-là et j'étais parti sur archéologie. Voilà que je reviens au naufrage. Euh, voilà la nuit, 3 heures et quelques. C'est le milieu de la nuit, mais c'est en même temps, voilà, une révélation. Le jour, on peut ne pas penser à sa solitude de façon très, très nette, mais le soir, elle est là, évidente. Le problème, la complication qui se produit, qui est encore plus pernicieuse, encore plus vicieuse, c'est qu'on s'habitue à cette solitude, puisque c'est le seul horizon qu'on a. On n'est pas dans un régime totalitaire. Un régime totalitaire produit des réfusniks, produit des contestataires, puis
Et puis il y a des gens voilà, qui sont des opposants. Et quand même, le régime est puissant, mais il a quand même une opposition qu'il qu'il essaie de qu'il essaie de finalement d'enlever, mais il n'y arrive pas. Le, pour, donc, moi, je suis même pas capable, dans sa totalité, qui est une vie dégradée, une vie, euh, je, ne pro, je ne provoque même pas d'opposition. Opposition, c'est-à-dire la capacité à finalement à me reprendre, même d'une façon assez marginale, même sur des petites choses. Et voilà, donc même les petits gestes deviennent des gestes extraordinairement difficiles à réaliser, coûteux, et quand on voit l'effort qu'ils nous demandent, on ne les fait pas. Euh, il y a il y a un épuisement au niveau des perspectives que l'on peut encore développer ou mettre mettre comme ça devant soi. Quelle est la perspective qui reste on pourrait dire, là on reprend la métaphore avec le régime soviétique, on pourrait dire que finalement après ce qui s'est passé et l'appauvrissement d'une grande partie de la population euh, qui, euh, qui vivait sous le régime soviétique, soviétiques, c'est-à-dire les conseils du peuple, c'est bien la correspondance en français, et finalement, c'est un régime qui garantissait une certaine stabilité. Et là, d'un seul coup, tout s'effondre, la valeur de la monnaie, l'épargne qui finalement disparaît comme ça, avalée par l'inflation. Et puis les gens qui sont obligés de recourir au troc, et encore, ce n'était pas toujours possible. Donc vraiment, et puis on revient un peu, on se stabilise un peu, mais ce qui est perdu, et le système, il a profité à un certain nombre de gens qui se sont enrichis de façon démesurée. Voilà, donc le système n'est pas accouché d'un régime de liberté, le changement plutôt, n'a pas accouché de quelque chose de meilleur finalement. Mais à part le fait de changer le nom, euh, le nom des villes et de redonner place centrale à l'église orthodoxe, qui n'est pas spécialement l'église la plus progressiste que l'on puisse trouver sur cette terre. Alors voilà donc le sort, voilà quand on vit, je vais dire, quand on vit la vie qu'on vit, on commence à regretter le passé, alors que finalement le passé, il ne s'est pas très bien passé. C'était pas le passé qu'on aurait souhaité, c'est le passé qui a accouché de la situation actuelle, et on a une nostalgie vers un monde qui était plus finalement qui apparaissait maintenant, qui apparaît plus sécurisé, plus porteur, plus qui laissait quelques perspectives. Voilà, donc le passé, c'est le passé, et évidemment, oui, il se passait des choses. Donc il y avait des éléments de vie. Aujourd'hui, ce sont les éléments de non-vie qui sont là dans toute la splendeur de leur puissance, la majesté de leur impérium, et il n'y a rien à faire contre. Alors voilà, donc chronique d'un naufrage, c'est il faut abandonner la lutte, il faut
se résigner. Je vais couler, c'est rien dans la situation ne peut m'assurer d'un quelconque salut. Je coule, 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 je m'enfonce et rien ne peut arrêter cela. Comme avalé par quelque chose qui finalement j'ai pas encore atteint le fond, mais je suis en train de descendre, je suis en train de tomber. Voici donc une chose comme ça que l'on peut essayer de. Il y a alors tant qu'à faire, tout est remis en cause, tout est sujet à révision. Encore un terme, le révisionnisme vis-à-vis de soi et vis-à-vis des décisions que l'on a. Alors là, il n'y a rien à faire, on ne peut pas dire qu'il y a eu d'autres versions. Là, c'est une seule version, mais voilà, on révise ce qui était un fondamental, devient quelque chose de mineur. Ce qui était mineur devient déterminant. Ce qui était un peu médium devient hyper quelque chose. C'est un renversement, c'est une révision des principes, des bases sur lesquelles je me suis construit et sur lesquelles aussi, évidemment, je disais, je dirais que les mêmes mots finalement sont utilisés par tout le monde pour parler d'une sorte d'échéance. Cette, cette déchéance qui semble, voilà, ça se passe comme ça se passe en silence, à l'abri des regards, bien entendu. Et à quel point le fait de manquer de gens, à quel point cela est vraiment une catastrophe. J'ai en face de chez moi une locataire qui est, je pense, une fille. Je la vois pas très bien, mais je suppose que c'est une fille. Par la taille, je sais pas la forme, mais je ne vois pas. Donc ça peut être un garçon. En tout cas, elle ouvre ses volets extérieurs, elle ouvre même sa fenêtre. Donc, elle s'expose au regard, elle s'expose, elle ne se cache pas, elle ne se surprotège pas vis-à-vis de l'extérieur comparé à d'autres. Et donc, quand je chante, je me suis mis à chanter hier, je chante en essayant quelque part de communiquer à travers le chant, à communiquer avec elle. Je fais un effort pour chanter d'une voix la plus juste possible, de ne pas vraiment faire dans la dissonance et dans la discordance. J'essaie de faire. Voilà donc, et euh, il y a une volonté de communiquer de cette façon indirecte. C'est mal avec quelqu'un qui quand même loin de moi. Donc l'être humain agit comme un stimulateur de grande puissance et soit finalement il nous conteste, il nous remet en cause et cela est une bonne opportunité pour vraiment se, 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 se remettre en question. Soit il vient, il complète les choses qui nous manquent par sa présence, ses suggestions, sa façon de réagir, sa façon d'incorporer l'information. Comment on voit, des fois, c'est la personne, on la, on, on la comprend, on comprend sa réaction, enfin on déduit sa réaction certaines de ses d'après sa gestualité. Il suffit, même pas besoin de dire cela, ce n'est pas, ce n'est pas, ce n'est pas, ce n'est pas, je te conseille pas de le faire. Il y a toute une variation dans
la réponse, alors réponse corporelle, réponse verbale, puis voilà, on voit des choses. Alors ça nous nourrit de façon qui n'a pas son équivalent, qu'on ne peut pas d'une façon... voilà, quand on manque de la matière humaine, alors vraiment on manque de tout. L'humain, c'est la capacité pour nous d'espérer une certaine immanence, une certaine transcendance, une certaine tout. Tout. L'absolu, c'est quelque chose que je vais mettre à l'examen, que je vais soumettre à l'examen devant quelqu'un. Voici mes idées, voici mes approches, voici mes intuitions. Et ne parlons pas de ce qui est réveillé comme souvenir et comme paysage oublié, paysage mémoriel oublié à l'occasion de la présence d'autrui. On a accès à des parties de soi qui restent assez peu assez peu accessible quand on est seul. Soit parce qu'on n'y pense pas du tout, soit parce qu'ils sont comme occultés. Occultés à notre regard, à notre... je sais pas, on n'arrive pas même plus à les percevoir. Et quand on est avec des gens, ce n'est pas seulement le moment, c'est comme pour l'analyse, c'est d'abord le temps de l'analyse, c'est comme ça dans le discours archi classique, un peu euh, qui, qui, qui se... Voilà, la promotion un peu de ce type d'exercice. En tout cas, on disait oui, l'analyse, puis la pré-analyse, ou l'entre deux analyses, c'est qu'en fait, quand on rencontre quelqu'un, on a après plusieurs moments, plusieurs phases. Il y a la phase de la rencontre, puis il y a la phase finalement d'après la rencontre, qui est une sorte de reprise de ce qui a été dit, de ce qui a été échangé, un peu une sorte de réexamen. Et puis le premier examen, cette première phase, débouche sur une deuxième, peut-être une troisième phase, parce qu'il y a des choses qu'on trouve un peu pas assez, pas assez bien. On pense qu'elles n'ont pas été dites comme il fallait, elles n'ont pas été formulées comme il aurait fallu. Donc on est un peu dans la remise en cause. On est un peu dans une sorte... Quelquefois, en face de quelqu'un, on dit des choses assez énormes. On prend un peu, on s'enhardit, puis on lance comme ça des sortes de bombes, voilà, logiques ou des bombes juste verbales. En tout cas, on est un peu dans une sorte de démesure. Mais quand il y a le reflux, il y a le moment du reflux, et c'est pendant ce moment-là qu'on examine un peu finalement, notre moment d'échange et qu'on le soupèse un peu. Après, donc, il y a d'autres moments pendant lesquels on va rétablir une sorte de tempérance, on va modérer un peu notre jugement négatif, même notre, quelquefois, notre refus, notre sorte de... Il y a une... Voilà, donc chronique d'un naufrage, et c'est comme ça, la chose se passe de cette façon, elle ne change pas. Rien ne semble pouvoir changer, par quelques petites choses. Cette année, il est vrai, il fait doux. On ne se sent pas malheureux parce qu'on a froid. D'ailleurs, je n'ai toujours pas chauffé, ce qui fait que, bien sûr, je suis victime d'une certaine, quand même, je suis un précaire énergétique, mais je ne souffre pas. Ce qui fait que ce temps
relativement doux et commence déjà à préparer au printemps à venir. C'est vrai que depuis toujours, moi et mes semblables, ceux qui ont grandi à la même époque que moi, ont célébré le printemps, la saison de la Renaissance. On l'a célébré avec des phrases assez stéréotypées. C'est pas, il y avait une sorte de, comment dire, il y avait comme une tradition. C'était pas toujours très fouillé. C'est pas l'impression. C'est vrai que le printemps dans certains pays n'est pas comme le printemps d'ici. Quand on entre dans le printemps, c'est le printemps. Alors qu'ici, on peut avoir un printemps où il fait froid, où il fait gris, très souvent. Donc on ne sait pas. J'ai connu des printemps en France qui étaient extraordinaires, extraordinairement euh, fournisseurs en énergie érotique, en désir. C'était la folie de chez la folie à la puissance N. C'est extraordinaire la chose qui nous saisissait à la vue du soleil, à la vue du corps des filles rendues finalement à la lumière, livrées au regard, ce corps qui était tout le temps dissimulé par des habits lourds et souvent de couleurs assez ternes. Voilà que revient la saison de la couleur, des couleurs, et la saison de la lumière, la saison de la splendeur. Il suffit, quand on est en manque d'inspiration, il suffit de jeter un coup d'œil à droite ou sur sa gauche pour voir quelque chose, voilà, une fleur, même cette énergie, l'énergie qui transpire dans la nature, cette chose qui pousse, les feuilles, les arbres qui se remplissent de feuilles, etc. Tout ce cycle qui semble finalement s'être installé et que rien ne semble pouvoir arrêter. Si, comme si euh, la Renaissance était là, était concrète, était partout. Et il suffisait de jeter un coup d'œil pour s'en persuader. Donc voilà une chose. Donc je continue. Donc chronique de, bien entendu, le manque. Est-ce une bonne chose ou c'est une mauvaise chose de ne pas avoir eu de maître? Le maître, ne pas être passé par la phase de disciple. Quoique je suis vraiment quelqu'un qui n'aime pas, qui n'aime pas les maîtres et qui ne jure par aucun maître. Comme dirait quelqu'un, ni Dieu ni maître, ni Mélenchon. J'ai trouvé cette formule extraordinaire et extraordinaire, extraordinairement originale, extraordinairement pertinente. Ni Dieu, ni maître, ça c'est connu, archi connu, mais ni Dieu, ni maître, ni Mélenchon, à une époque où Mélenchon était une sorte de Dieu incarné. C'est le Dieu, le Dieu du Verbe, le Dieu de la force du Verbe, la force du propos, la force de l'argument, la force de l'adresse. C'était quelqu'un qui, en plus, il, il n'était pas qu'un homme politique, il était aussi un poète et une sorte, là aussi, de voyageur, une sorte d'explorateur des espaces et explorateur de l'imaginaire. Et c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup, qui a beaucoup de choses, beaucoup d'éléments qui pourraient évidemment intéresser
Mais voilà, Mélenchon, pas mon maître. Personne. Bien entendu, le maître, c'est un peu comme... en fait, il faut générer son propre maître à partir de soi-même. Comme générer un peu de la conscience et de la... non pas de l'hyperconscience, de quelque chose qui doit finalement euh, servir comme une sorte de protection contre la folie, contre les dérives de toutes sortes. Euh, voilà, j'ai pensé maintenant au terme de la dérive et j'ai des choses maintenant à pouvoir y mettre, mais je ne vais pas le faire et j'ai peur d'oublier. De toute façon, je vais oublier, je vais avoir oublié l'idée à laquelle j'ai eu accès. Finalement, le mot dérive, ça peut être aussi une dérive au niveau très profond, se questionner un peu sur des choses, sur soi, qui on est, à quel genre on appartient, et c'est les limites de notre identité entre le masculin et le féminin, entre la brutalité dont il faut faire étalage et entre finalement la tempérance et la modération et le fait de comment exister, bien exister face d'abord à ses propres démons, démons intérieurs si l'on peut dire. Il y a une sorte de chose euh, qui vous attire vers l'abîme, si l'on peut dire. L'abîme, finalement, l'abîme, la chute, c'est des concepts très chargés, un peu, donc finalement, c'est difficile à manier. L'abîme, oui, l'abîme. Et comme quelqu'un qui pourrait dire, ah oui, le paradis, c'est bouf, on doit s'y ennuyer, tandis qu'en enfer, on doit rigoler. Il se passe des choses en enfer. Il y a de l'ambiance. Paradis, c'est vraiment quoi, des gens un peu bien nourris, qui ont tout ce qu'ils veulent, tout ce qu'ils ont, ce dont ils pourraient avoir envie. Ils n'ont pas à faire d'efforts. C'est quoi? Ça va être des masses informes. Ça va être des sortes comment dire, des choses qui ne peut pas être conçues. C'est à moins de finalement que la nourriture ne fasse rien, à moins que la nourriture de l'au-delà soit d'une autre nature, mais en tout cas, voilà, l'abîme c'est une image intéressante parce que justement, dans l'abîme, il y a, quand on atteint l'abîme, quand on approche de l'abîme, on va fournir une sorte d'effort tout à fait extraordinaire, un effort à la hauteur du risque ou du danger qui nous guette. Donc il faut faire appel à des ressources que l'on pensait même pas détenir. Voici donc quelque chose. Alors c'est assez particulier d'avoir autant de présence à cette heure-ci. C'est comme ça. On est souvent un peu étonné des choses que l'on peut avoir. À un moment donné, on a les mots, à un autre moment, on n'a pas les mots. Ou alors on a des mots, mais dont on n'a pas spécialement besoin. Et rien finalement n'est prévisible, rien n'est maîtrisable. Dans cet exercice, c'est l'aléatoire, c'est la chance, le petit bonheur.
ça vient bien ou ça vient pas bien, et il faut s'en accommoder en tous les cas. Voilà donc j'en sais rien, donc faut demander pardon, c'est évident. Si on a mal agi, il faut demander de l'aide, il faut s'adresser dernier coup de main, un ultime coup de main, mais il reste quelque chose qui nous empêche d'aller demander justement assistance. Il y a euh, comme si on veut plus lutter en fait finalement, on veut plus retrouver une vie normale, on veut rester comme ça jusqu'à la fin. Alors ouais, c'est ce qui manque, c'est une sorte de philosophie, quoi. Je n'aime pas la sagesse, donc je m'en fiche du terme. C'est une sorte de principe que l'on pourrait développer pour signifier son inadhésion, sa rupture avec le monde. Il faudrait pouvoir quelque chose de très, euh, j'en sais rien, de très, oui, je pense à Badiou qui est en fait finalement à la fin de l'émission, qui était finalement qui lui était consacré aujourd'hui pour parler de sa vie de philosophe, entre guillemets, toujours cette histoire, ce philosophe, on n'est pas philo de rien, on est la philosophe, la sagesse, pourquoi faire? C'est quoi la sagesse? Euh, non, il y a pas de sagesse. Il y a juste à trouver, finalement, non pas à dominer les mots, mais à trouver des formules ou des formulations pour mieux présenter j'allais dire, les symétries et les dissymétries qu'il y a dans le monde, les accords et les désaccords, les, les choses qui sont très droites et les choses qui sont de travers, la linéarité et la dislinéarité. Il y a obligatoirement la convergence, la divergence, ces principes-là. Et puis on peut finalement introduire là encore des sous-notions dans ces domaines-là. La divergence deviendrait finalement une convergence, mais sur un certain, sur un certain plan, puis à chaque fois, chaque élément porte en lui son opposé, porte en lui sa, 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 sa contradiction ou l'argument qui le délégitime. Voilà comment on ne peut pas se satisfaire des choses finalement les plus, j'allais dire, les plus évidentes quelque part à un moment donné. Donc il y avait comment comment passer, comment passer d'un stade à un autre. C'est le stade d'une certaine illumination. Bien entendu, le terme n'est pas bon. L'illumination, c'est quoi? L'assombrissement en face. Et d'avoir accès à, à une sorte, là encore, un terme très chargé, à une sorte de révélation. Quand on associe simplement, ou alors quand on a une idée qui vient nous percuter, mais elle vient jamais, elle vient pas du néant. En général, c'est un cheminement. Alors, comme tout à l'heure je parlais des gens, et quelquefois les gens vous aident à accélérer ce cheminement. Et puis, voilà, donc
le monde a besoin de stabilité comme il a besoin d'être déstabilisé parce que on n'est pas les seuls déterminants. Comme si en fait on devrait toujours être dans une sorte de mobilisation, d'être toujours prêt à faire face à des risques ou à des dangers imminents. Si on doit toujours faire de l'exercice et comment on appelle ça, exercice de mise en situation. Si on est devant, parce que toute chose, même si on devait faire la paix entre tous les êtres humains, toutes les sociétés humaines, il y aurait toujours du danger et donc il faut rester prêt, il faut rester affûté. Donc comment passer, quand on a 50 ans, comment finalement marquer le passage de 40 à 50, le passage de 50 à 60, quel, ce n'est pas une progression. À quel domaine je vais pouvoir avoir accès maintenant que j'ai 60 ans? Il n'y a pas de jugement de valeur, il n'y a pas de hiérarchie entre les domaines. C'est juste, il y a un domaine auquel je n'avais pas consacré beaucoup d'attention. Je voudrais aujourd'hui vraiment m'y intéresser. C'est un nouveau, comme dirait quelqu'un, un nouveau challenge, une nouvelle ambition que j'ai, un défi que je me lance à moi-même. Et puis même, ben, une histoire de défi, c'est une histoire de besoin. Voilà, j'ai besoin de varier l'ordinaire, d'ajouter quelque chose. Et puis même, tiens, et si on changeait, si on inversait les choses, si on renversait l'ordre des priorités, si on renversait l'ordre des valeurs, si on détruisait tout pour reconstruire ou pour laisser comme ça sans rien, simplement on serait dans un autre état et on prendrait conscience d'éléments nouveaux. On aurait quelque chose dont on pourrait s'occuper, nouvelles choses, comment vivre sans maison, sans avoir de murs, sans avoir de plafond, sans avoir... Voilà, on doit vivre finalement sous des abris provisoires et voilà, une nouvelle vie et avec ces bons à côté sûrement. Plus nombreux que les mauvais à côté, c'est clair que là, on est libéré de la demeure, de devoir demeurer dans un seul endroit et finalement d'y être un peu emprisonné, d'être un peu enfermé. Voilà, une chose comme ça, voilà une chose. Alors, comment parler, comment ne pas parler, donc chronique d'un naufrage en cours, tout dans les propos pourrait laisser, quelquefois, laisser penser que on ne veut pas lâcher l'affaire. On veut quand même encore démontrer. Et il y a encore cette tendance à vouloir démontrer et prouver que l'on ne fait pas partie d'une certaine façon du commun. On veut sortir euh, et, euh, et s'élever au-dessus du commun par une expression, par un désir, par un besoin, par une affirmation, par une question, par une interpellation, par des choses comme ça. Ne pas se satisfaire de soi, ne pas se satisfaire du monde tel qu'il est ou tel qu'il a toujours été. Euh, il y a des choses
c'est simplement, il y a des éléments qui font, qui posent problème. Si on prend par exemple le problème de la croissance démographique des humains, alors croissance, oui, encore peut-être maintenant, mais, mais décroissance déjà à l'œuvre. Décroissance, alors on pourrait dire oui, finalement, c'est jusqu'où on peut décroître sans prendre le risque de disparaître. Et, ou alors de redevenir très peu nombreux au point d'être finalement à la merci de n'importe quelle calamité. Comment on se retrouve, on parle des choses comme ça, comment on continue de former des gens qui vont se mettre finalement à se rivaliser ou à rivaliser les uns avec les autres. Euh, on a un stock de population. euh, Pourquoi on ne dirait pas un stock, puisqu'on dit un stock de poissons? Pourquoi le poisson il a droit à ce terme finalement peu valorisant? Le poisson, la faune des mers n'est pas un stock, ça ne se mesure pas en stock. Ce sont des êtres vivants individuels et voilà, donc cessons de les appeler de cette façon. Et après, les êtres humains, c'est aussi un stock de population. C'est un stock, c'est des chiffres. Donc c'est ça. Qu'est-ce qu'on a sous la main? Qu'est-ce, de quoi on dispose? De quoi dispose-t-on? On dispose de quelques milliards, mais voilà. Donc comment finalement des questions, on est ramené à des questions très concrètes. On voit la difficulté que dans ce qui est offert finalement à chacun, ce qui est offert n'est pas suffisant. Voilà, il y a des choses qui sont très... l'être humain ne s'épanouit pas dans ce qui lui est offert. Il ne peut pas créer parce que il, il, finalement il n'a pas grandi dans une sorte de rupture, dans une sorte de détachement. Il a besoin de rester proche de ce que la société peut lui offrir. Il a besoin de sécurité et donc il va très vite s'orienter vers quelque chose de très, finalement, de très qui ne correspond pas à ce qu'il est, à ses attentes profondes. Quelquefois, ces attentes ne sont même pas formulables comme ça de façon nette et définitive. Il faut des années pour amener quelqu'un à formuler ses souhaits et finalement à tout intégrer et ne rien laisser de côté. Voici comment je voudrais, je voudrais être dans le monde. Voici donc la chose qui a été à la source de mon échec, c'est que je n'ai pas réussi à trouver ma fonction, ma place dans le monde. J'étais plutôt, ma fonction c'était d'entamer une série de ruptures, comment on peut appeler ça, de ruptures, non pas sémantiques, mais des ruptures, j'ai oublié le terme, en tout cas au niveau de plein de choses sans qu'il soit nécessaire de les détailler. J'ai oublié un terme savant, mais c'est pas un problème. En tout cas, c'est parce que la place n'est pas évidente. Elle est tout sauf facile, facile à deviner, facile
à trouver, facile euh, à occuper. Il y a, et comme répondre à ce type de questions, ce type de questionnement prend du temps, donc ça crée un décalage, et le décalage ne cesse de se renforcer. Voilà, donc ce qui était assez extraordinaire, c'est que quelqu'un qui pourrait m'entendre parler maintenant, il imaginerait que ces choses-là, elles sont juste actuelles, que ces questionnements sont actuels. Non, ces questionnements sont anciens chez moi. Simplement, je l'ai un peu, ça se produisait dans des, euh, dans des lieux ou dans des moments où ce n'était pas maîtrisé, ça se produisait n'importe comment, dans n'importe quelle circonstance, et ça finissait par se diluer. Après, les choses qui sont la base de ce que je peux dire, ce sont mes écrits. Voilà les choses que j'écrivais à propos de ceci ou cela, à propos d'un phénomène, un phénomène naturel, à propos d'une donnée sociologique, économique, scientifique, naturelle, peu importe. Il y avait des choses. Et puis il y a le côté personnel, il y a soi qui est vraiment présent. Alors, c'est les écrits que je faisais duraient une page, peut-être deux pages, et peut-être même un peu plus quelquefois, mais ça s'arrêtait au bout d'un moment. C'est vrai que écrire, par exemple, ça prend du temps. Ça prend plus de temps que le temps consacré à parler. Euh, c'est plus rapide de parler que d'écrire. Et en plus, comme c'est plus rapide, on n'a pas ces coupures. Comme ça se produit au fur et à mesure, on n'a pas ces coupures. Donc on peut parler, on va écrire, on va écrire pendant 20 minutes, mais finalement, au bout de 20 minutes, on ne peut plus continuer. On est épuisé, ça y est, on a fini. Alors qu'on peut parler pendant plus longtemps parce que finalement, on est toujours emporté par le mot suivant, on ne s'arrête pas parce que c'est tout naturel. Ça ne demande pas beaucoup d'efforts, ça vient naturellement. Il suffit de connaître un peu les astuces, il suffit de solliciter son esprit pour voilà, qu'il vous fournisse de la matière à parole. Et voilà, et ça vient, quelquefois ça vient pendant longtemps, quelquefois ça dure moins longtemps. Mais après, il y a la quantité, il y a la qualité. C'est évident que la qualité n'est pas toujours au rendez-vous. En tout cas, comme moi, je peux la désirer ou je peux l'évaluer. Voilà, et souvent c'est ce qui est marrant au niveau du discours, et je me suis rendu compte en écoutant Mélenchon aussi, il y a beaucoup de synonymes. Alors on dit un mot, puis on cite son synonyme, pas l'antonyme, on cite le synonyme, et puis donc c'est une manière de faire durer le temps de parole, qui n'est pas, quand on écrit, on ne cite pas des synonymes. Quand on a fini une phrase, on passe à une autre phrase. Pas besoin, et dans le discours, c'est pas la même façon de faire. J'ai dit antonyme pour ne pas oublier, parce que c'est un terme qui m'avait échappé, et donc pour le faire réexister. Donc simplement, voilà, j'arrive à une heure, je vais m'arrêter. Simplement, c'est un petit moment, un petit moment passé avec soi-même. Et je glissais vers le néant du sommeil. C'est pas un vrai néant, mais ça en a quelquefois l'aspect, le temps qui t'ont levé à soi. Une considération un peu rapide, un peu sommaire de ce qu'est le phénomène du sommeil, mais voilà, je considère que c'est une obligation dont je pourrais avoir envie de m'en passer. Mais bon, je ne peux pas.
Donc simplement, il y a, euh, on continue de ne pas comprendre, de ne pas vouloir comprendre à quoi sert le sommeil finalement. Un tiers de notre vie qui passe dans cette occupation-là, ça fait beaucoup. À la rigueur, ça aurait été un cinquième, un sixième, mais un tiers, ça fait beaucoup. La chose qui est comme ça, c'est que euh, il y a une. C'est comme si on disait non. C'est pas un nom prestigieux, c'est pas un nom gaulien, mais c'est un nom tout de même, un nom à quelque chose qui allait finalement se dérouler comme toujours. Euh, J'allais me coucher vers 4 heures, voilà, comme d'habitude. Et finalement, après avoir encore visité d'autres sites et voilà, et continuer cette activité extraordinairement, extraordinairement dangereuse et extraordinairement euh, mor- presque mortifère. On fait quelque chose euh, contre soi-même et contre sa propre survie. Donc, en continuant de ne rien faire d'autre que d'aller de site en site. Et voilà, donc c'est comme si finalement on était chargé d'utiliser le maximum de bandes passantes, voilà, qu'on est là à user de la bande passante, comme si cela était nécessaire à la bonne santé du système. Je dois être finalement, un des plus importants utilisateurs de la bande passante dans le monde, certainement, puisque vraiment, euh, ça ne s'arrête pas. Alors, ça demande, vraiment, ça demande des questions, ça questionne, et évidemment, on est suffisamment éclairé pour savoir, pour être conscient de ce que l'on fait, ce que l'on fait et ce que l'on continue de faire. Il y a un désir, il y a une volonté, il y a une aspiration, il y a vraiment un rêve. Le rêve, vraiment, le plus important, c'est que cela s'arrête et qu'on soit de nouveau livré au silence et peut-être à l'ennui, peut-être qu'on retrouve du temps à soi pour ne rien faire, pour s'occuper de je ne sais pas, des autres, de soi-même, de son corps, de s'occuper de son imaginaire, s'occuper de son imagination, de s'occuper de voilà. Et voilà, finir comme ça, j'avais besoin de remplir, alors j'ai rempli avec des choses assez faciles. C'est vrai que j'ai perdu mon élan. Et donc, chronique d'un naufrage qui, voilà, un terme de la dépossession. On est dépossédé de son temps, on est dépossédé de son énergie, on est dépossédé de sa vie, on est dépossédé de son futur. On n'a plus de futur. On n'a qu'un présent qui finalement se répète chaque fois avec quelques variantes, des informations. Et c'est voilà, on est dans la captation d'un certain nombre d'informations, etc. Mais sans qu'on ait une quelconque activité, c'est l'information, ça sert à quelque chose, c'est pour finalement trouver une solution à un problème, pour contribuer, pour participer, et quand l'information est là pour l'information, pour voilà, un système totalement dévoué, dévoyé, non pas dévoué. Oh là là. Vraiment, je suis devenu très paresseux. Alors. Et c'est vrai que le terme de dévoyé, je ne l'utilise pas souvent, donc voilà. En tout cas, ça démontre des choses, tout cela, et comme ça, alors je vais arrêter quand je vais arriver à 1 heure.
Voilà, donc j'ai cité des choses. Alors ceux qui m'écoutent, euh, je les remercie. Ceux qui ne m'écoutent pas, je ne peux rien leur dire. Ceux qui ne sont pas d'accord avec la démarche, ceux qui contestent même le principe de la démarche, qu'est-ce que je peux faire pour eux? Il n'y a pas d'obligation, comme on dit, il n'y a pas d'obligation en religion, il n'y a pas d'obligation à écouter, à m'écouter, ou finalement à m'apprécier ou pas m'apprécier. Faites comme si je n'étais pas là. D'ailleurs, voilà. Ignorez-moi, c'est le service que vous pouvez, le meilleur service que vous pouvez me rendre, c'est de m'ignorer, non pas. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? De toutes les façons, quoi qu'on dise, quoi qu'on formule, ça revient au même. Il y a une sorte d'affirmation et de confirmation d'une solitude sans cesse, sans cesse renouvelée. Voilà, dans cet exercice-là qui est finalement à la disposition de tous, ben, je reste malgré tout, je le pratique je le pratique avec moi-même. Je suis, je fais ça pour moi-même parce qu'il n'y a que moi vraiment qui suis cela de près. Je suis, je sais pas, ma démarche n'a pas été comprise et voilà, donc simplement c'est comme ça. Chacun d'une certaine façon fait comme il peut. Après tout, donc je suis assez satisfait d'avoir repris la thématique la thématique du naufrage, du chronique du naufrage, où est en cours. Bon, c'est voilà. Donc après ça a donné ça à cette heure-ci de la nuit, très avancée. Et après voilà, je m'arrête là. C'est comme ça que les choses se sont passées. Voilà, une heure arrachée finalement au néant. Voilà, je suis content d'avoir contrecarré mes rituels, mes habitudes, d'avoir brisé un peu la loi du silence, la loi de l'habitude, la loi d'une certaine façon du laisser aller, et voilà.